Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les jeudis de la formation. Des jeudis de la formation de retour, mais vous allez le constater dans un instant, en confinement. Nous sommes en effet, Nicolas Leblanc et moi-même, seuls dans notre studio habituel, puisque nos invités sont dans leurs services respectifs au travail. Et quel travail! Nous avons décidé, pour cette première émission, en ce qui nous concerne depuis le début de la pandémie, de rendre hommage à une catégorie de médecins qui fascine autant que leur spécialité effraie. Je veux parler des réanimateurs. Bonjour Elie Azoulay. Vous êtes chef de service de réanimation à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Est-ce que le titre de cette émission, Les réanimateurs, nouveaux héros de la nation, vous dérange, tout comme cette lumière permanente des médias sur votre pratique quotidienne depuis près de 2 mois? Alors bonjour, eh bien ça ne me dérange pas. Je pense que nous sommes dans un moment où toute reconnaissance peut permettre de supporter la charge de l'événement. Il faut juste préciser que les réanimateurs, ce sont des équipes de médecins et d'infirmiers qui ne peuvent pas travailler les uns sans les autres. Et ce sont des équipes qui travaillaient bien avant l'épidémie et la pandémie actuelle. Donc notre spécialité est ancienne. Je vous rassure, vous méritez tous ces honneurs, tous ces applaudissements tous les soirs. Bonjour Alexandre Demoule. Alors vous êtes chef d'un des services de réanimation de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous m'avez dit au moment où on enregistrait cette émission, vous seriez probablement fatigué par vos gardes successives. Racontez-nous. Bonjour. Depuis 2 mois, le rythme est soutenu et comme l'a dit Elie Azoulay, la réanimation est un travail d'équipe et donc oui, je suis fatigué, j'ai travaillé cette nuit, mais je suis fatigué comme mon équipe est fatiguée. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants qui travaillent dur, sans relâche, avec peu de jours de repos depuis maintenant presque 2 mois. Mais le rythme, la pression de l'épidémie nous fait tenir et on est tous toujours sur le pont. Merci. Nicolas Leblanc, c'est une décision qui s'imposait de faire cette émission. Oui, Jean-François, elle s'imposait. Pourquoi? Parce que le pays bat au rythme de l'hôpital et de la réanimation depuis 1 mois. Et puis, ce côté mystérieux où parfois la réalité a dépassé la fiction dans les images que chacun peut regarder les soirs depuis 4-5 semaines, fait qu'on aimerait tous en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe et comment nos collègues réanimateurs font face à cette épidémie et puis sauvent la plupart des patients qu'ils ont entre leurs mains. Le sommaire est simple, messieurs, on veut tout savoir. Comment se passe une réanimation en pratique, vos craintes, vos satisfactions, les choses que vous avez apprises et qui ont changé peut-être votre pratique, les conséquences de ces journées de réanimation et surtout les séquelles à long terme, que ce soit pour les malades, mais aussi pour les familles auxquelles on ne pense pas forcément, alors que c'est un vrai problème de santé publique. Sans oublier ces malades habituels que vous ne voyez plus, vous, médecins qui nous regardez, mais qui vont revenir probablement nombreux. Et enfin, la crainte d'une deuxième vague de ce Covid-19 après le déconfinement. Je crois, Jean-François, qu'il faut prendre le temps d'un coup de chapeau pour ces 6 semaines. Donnez-nous quelques chiffres, rien que pour nous montrer la réalité de la vie d'un service comme le vôtre. On voit très bien que vous êtes submergé, les images l'ont montré. Qu'est-ce que ça veut dire, ce travail d'équipe? Quelles sont les équipes en présence? Comment ça fonctionne du matin au soir et même la nuit? Professeur Azoulay. Eh bien, il y a une coordination du travail qui permet de réguler, d'une part, l'afflux de malades, c'est-à-dire le nombre de nouveaux malades qui va arriver, qui va permettre de prendre en charge les malades que nous avons dans le service, et enfin, qui va permettre d'organiser la suite pour les malades qui s'améliorent et qui vont avoir besoin d'une structure intermédiaire ou qui vont suffisamment bien pour aller dans un secteur de médecine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme vous le savez tous, la réanimation s'est étendue. Elle a eu besoin de répondre à une demande numérique de plus de lits de réanimation. Et donc, nos secteurs de réanimation vont au-delà de nos murs, c'est-à-dire que nous sommes obligés de sortir de nos structures habituelles pour faire notre métier de réanimateur dans des services classiques ou bien dans des endroits de nos services qui n'étaient pas dédiés à faire de la réanimation. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus nombreux dans les services. Les équipes paramédicales ont été renforcées. Ce sont les patients qui sont infectés par le Covid ont une prise en charge qui est lourde. Ils nécessitent des soins qui sont importants, qui sont des soins essentiellement des soins physiques. Mais vous l'avez très bien dit, les familles, nous ne les oublions pas et nous n'oublions pas non plus les patients. Pour vous donner un exemple, j'étais la dernière fois relativement surpris d'entendre une infirmière parler à un malade qui était profondément endormi et
et même paralysés pour pouvoir supporter la ventilation mécanique et répondre à sa demande en oxygène. Et je dis à l'infirmière, qu'est-ce que tu lui dis? Et puis donc elle m'a dit qu'elle avait pris pour habitude de parler aux patients, même quand ils étaient endormis, et que ça lui permettait de lui donner un sens à ce qu'elle faisait. Donc voilà, des patients lourds, des patients qui sont pris en charge par des équipes médicales, paramédicales, qui ont trouvé un sens dans ce qu'elles font à l'occasion de cette pandémie, et je dirais aussi une charge de travail beaucoup plus importante. Alexandre Demoule, Elie a presque tout dit, non? Concernant cet aspect des choses, oui, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. On dit que la phase aiguë s'est transformée en plateau, toujours préoccupant, mais il y a vraiment un plateau, Alexandre? Alors depuis une quinzaine de jours, on peut dire effectivement qu'on a atteint une certaine forme de plateau. Le nombre de patients en réanimation n'augmente plus et voire même a légèrement diminué, ce qui nous a permis de nous poser un peu plus que, comme l'a décrit Azoulay lors de la première phase de l'épidémie, où nous avons de façon constante et continue ouvert des nouveaux lits de réanimation de façon à nous adapter à cet afflux totalement exceptionnel de patients de réanimation. Néanmoins, un plateau, c'est pour l'instant une période de répit. Et on ne sait pas ce qu'il adviendra dans les prochaines semaines. On ne sait pas si la nouvelle de ce plateau a affecté la qualité du confinement, et on ne sait pas ce qui se passera au moment du déconfinement. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un plateau qu'on est à l'abri d'une deuxième vague. Donc nous, les réanimateurs, nous restons sur nos gardes. On ne se repose pas et on envisage tous les scénarios possibles et entre autres une éventuelle reprise de l'épidémie dans les semaines à venir. On verra ça dans un instant, mais quand même, le Premier ministre nous a bien expliqué ce dimanche que la France était confinée pour ne pas rendre une situation déjà tragique en un désastre sanitaire. On n'en était pas loin, Alexandre ? Alors, je n'aime pas le terme désastre sanitaire que je trouve catastrophiste. Je dirais simplement que au moment du pic de l'épidémie, nous avions ouvert un nombre considérable de lits de réanimation en Île-de-France et qu'il aurait été difficile d'en ouvrir beaucoup plus. Et il y a eu une conjonction de deux événements, un pic qui est survenu à peu près au moment où le maximum de nos capacités était atteint. Pas tout à fait le maximum, on aurait pu faire un peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc oui, la situation aurait pu être beaucoup plus sérieuse en Île-de-France et finalement, l'effet du confinement et notre capacité, la mobilisation de l'ensemble des équipes qui a permis d'ouvrir tous ces lits a permis d'éviter ce potentiel désastre. Tout de même, on a quand même frôlé un peu la catastrophe. On a parlé de manque de lits, on a parlé de manque de respirateurs, on a parlé de manque de médicaments. On a vu un hôpital militaire s'installer quand même sur le parking d'un hôpital dans l'est de la France. Cette situation était quand même extrêmement surprenante. Comment vous l'analysez maintenant, professeur Elie Azoulay, a posteriori, et quand notamment on le compare par rapport au nombre de lits de réa et à la manière dont l'Allemagne a pu le gérer grâce à cet avantage-là, entre autres? Alors, je prendrai l'exemple allemand dans un deuxième temps. Pour répondre à votre question et pour faire le lien avec ce que vient de dire Alexandre Demoule, tout d'abord, nous avons été pas mal dans l'anticipation. Au moment où les lits ont été ouverts, au moment où l'extension de capacitaire a été faite, les malades n'étaient pas là. Les malades allaient venir. Et donc, nous avons eu plusieurs réunions d'anticipation, de délestage, de réorganisation dans des structures privées et semi-privées, ce qui nous permet aujourd'hui de dire que nous avons fait face en augmentant le capacitaire, mais nous avons fait face. Alors, ensuite, il y a deux choses. La première, c'est qu'il ne va pas y avoir une deuxième vague, il va y avoir deux deuxièmes vagues. Et il y en a une que je redoute et il y en a une que je souhaite. La première deuxième vague, c'est celle qui va
correspondre à la recirculation du virus à la fin du déconfinement. Celle-ci, elle est inéluctable. Elle peut être très largement contrôlée si, juste avant de déconfiner, nous sommes très bas. Par exemple, quelques nouveaux cas par jour en réanimation et quelques nouveaux cas diagnostiqués, ajusté à la période de testing si jamais nous changions nos pratiques de testing. Ça, c'est la première chose. À l'inverse, il y a une deuxième vague de malades qui ont été, je ne vais pas dire négligés parce que le terme voudrait dire que nous l'avons fait exprès, mais qui ont été en tout cas mis au second plan compte tenu de l'afflux de malades jeunes et sans maladie et sans comorbidité avec le Covid-19. Donc nous allons avoir une vague de malades qui n'ont pas le Covid-19 et qui va arriver et qui sera probablement plus grande que la deuxième vague. Oui, alors, il y a effectivement ce sujet-là commence à apparaître, celui des autres malades. Les généralistes ne travaillent plus qu'à mi-temps. Certes, il y a moins d'accidents de la voie publique, mais il y a toujours des AVC, des infarctus. C'est quand même habituellement votre pain quotidien. Alors, c'est notre pain quotidien, bien sûr. C'est aussi notre pain quotidien de prendre en charge les activités médicales et chirurgicales programmées et non programmées, c'est-à-dire les problèmes d'appendicite, les problèmes de choc septique liés à des perforations digestives ou éventuellement les différentes maladies liées à des traitements intensifs en médecine ou en chirurgie. À l'inverse, ce qui est surprenant, c'est que ces patients ont aujourd'hui peur de revenir à l'hôpital et nous avons un message pédagogique à leur faire passer, c'est de ne pas laisser traîner des symptômes pour arriver trop tard à l'hôpital. Aujourd'hui, nous, et je sais que les praticiens généralistes sont sur la même logique, nous lançons un appel à la population pour ne pas retarder la prise en charge de quelque chose pour lequel il serait venu plus tôt à un autre moment de notre temps. Alors, le Premier ministre nous a dit que les lits de réa étaient pleins à 85% avec les malades qui sont normalement hospitalisés. Demain, il va y avoir les malades Covid, j'ai envie de dire, plus le retour de ces malades normalement hospitalisés. Enfin, on peut le souhaiter, ce qui veut dire qu'ils seront pris en charge. Est-ce que finalement, on doit conclure, est-ce que les capacités aujourd'hui des réa exceptionnelles doivent être prolongées longtemps, très longtemps ? Indéniablement. Le nombre de lits disponibles en réanimation, dans un contexte comme celui-là, et je pense que désormais il faudra le voir, nous devons avoir une réserve de lits dans des structures qui sont réactivables en cas de pandémie ou en cas d'afflux de patients, et nous ne savons pas quel est l'avenir. Mais la réponse est oui, c'est indéniable. Alors, vous avez réussi aussi à passer le pic grâce à votre personnel qui s'est épuisé et à une solidarité à l'intérieur même et des autres équipes de l'hôpital. Alexandre Demoule, ça n'aurait été pas possible sans la mobilisation entière de l'hôpital qui, après, va reprendre son métier normal. Donc, vous n'allez pas avoir cette réserve. Alors, effectivement, on n'aurait pas pu faire face à cette épidémie tout seul. C'est, comme l'a dit Ilia Zoulet, ce combat est un travail d'équipe. Et donc, effectivement, l'ensemble des équipes de l'hôpital a montré une immense solidarité. Que ce soit au sein des équipes de réanimation, que ce soit les équipes de pneumologie, de cardiologie, tous nos collègues médecins, nos collègues chirurgiens aussi, ont contribué à nous permettre de faire face à cette épidémie totalement inhabituelle. Et donc oui, il y a eu dans l'hôpital un gigantesque élan de solidarité. Et je crois qu'il faut remercier l'ensemble des acteurs de l'hôpital qui nous ont permis jusqu'à présent de travailler et de sauver des vies comme on souhaitait le faire. Alors, on voit que cette armée de professionnels de santé est dirigée vraisemblablement par des chefs de service. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'épidémie aussi a remis le médecin, le chef de service, le chef de pôle, expliquez-nous comment ça se passe, au centre du jeu de l'hôpital, avec peut-être un petit peu moins d'administratif et la réalité du métier prenant le dessus? Elie Azoulay. Je crois que vous soulevez un point qui est très important. Nous avons depuis 2007 une loi qui régit le fonctionnement intra-hospitalier qui s'appelle la loi HPST et qui en effet a déplacé la régulation de l'administration ou des décisions importantes, non pas dans les services, mais d'abord dans des pôles et puis plus récemment en région parisienne dans des départements médicaux universitaires. Et cette épidémie a bien montré que l'unité de valeur qui permettait de s'organiser, de contrecarrer des épidémies incroyables et
des problèmes inattendus, mais aussi cette solidarité qui vient d'être citée, qui d'ailleurs dépasse les corps de métier. Nous avons été aidés par des infirmiers, des aides-soignants, des gens d'autres spécialités, comme il était très bien dit, qui sont venus en réanimation aider. Tous ces réservistes, eh bien, c'est quand même une organisation qui devrait être très rassurante. C'est quand même l'hôpital et c'est à l'échelle de l'hôpital que les choses se sont passées. Ça n'est pas à l'échelle d'un pôle ou d'un DMU qui ont été relativement désactivés. À l'inverse, les CME, les GHU, c'est-à-dire l'organisation interhospitalière et la collaboration interhospitalière a très bien marché. Nous avons anticipé tous ensemble. Donc, si vous voulez, d'un côté, la partie organisationnelle, d'anticipation et pour trouver les solutions, elle a été faite au niveau interhospitalier. Nous avons continué à travailler avec les acteurs, médecins et directeurs de ces structures-là. Mais les solutions pratiques et ce qui a permis de faire face et ce qui permettra, je l'espère, de faire face dans les semaines à venir, c'est l'hôpital, à l'échelle d'un hôpital. Alors, Alexandre Demoule, pour le personnel, c'est une expérience qui va laisser forcément des traces ? Qu'est-ce que vous entendez par des traces ? Je dirais des traces à la fois fatigue, traces financières, traces en disant on en a marre de travailler autant et qu'on soit pas à la juste rétribué à la juste valeur de ce que l'on est. Donc c'est ça, des traces multiples. Alors l'ensemble du personnel de l'hôpital, oui, est très fatigué et on a bien peur que comme l'a dit précédemment Elia Zoulet, cette épidémie, elle continue, elle ne s'arrête pas complètement. Et donc, nos services de réanimation, et notamment tous ces services de réanimation dont on a étendu les capacités, soient obligés de tourner au-delà de leur capacité initiale pendant les mois à venir. Et donc, on a un personnel qui est inquiet, qui se dit est-ce que je vais réussir à me reposer un peu à un moment donné ? Les gens sont extrêmement fatigués. Ça, c'est une trace déjà que laisse cette épidémie. Et puis, je crois que beaucoup de personnel hospitalier de toutes les catégories se sont rendus compte à l'occasion de cette épidémie à quel point ils avaient une valeur. Ils avaient une valeur pour notre société. Et aussi à quel point ils avaient été parfois négligés, je dirais même parfois méprisés quand on voit les conditions de travail dans certains hôpitaux par les pouvoirs publics. Et je pense que tous ces personnels attendent beaucoup de la suite de l'épidémie. Ils aimeraient que leur travail soit reconnu à sa juste valeur, c'est-à-dire à ce qu'il apporte à la société et à chaque individu. Merci messieurs, alors on a bien compris la mise en bouche de cette émission. Maintenant on va passer sur la pratique de votre réanimation et de la réanimation Covid. Est-ce que ça passe toujours par la case de médecine infectieuse avant d'arriver chez vous ? Écoutez, il y a plusieurs trajectoires qui conduisent en réanimation. L'une d'entre elles, et je dirais la principale, c'est la trajectoire préhospitalière, c'est-à-dire des patients qui présentent des signes respiratoires sévères. Quand ils sont évalués en amont, c'est-à-dire à leur domicile, ils ont un taux d'oxygène qui est si bas qu'ils ne peuvent pas aller dans une structure hospitalière autre que la réanimation. Je dirais que ça a été la filière principale. La deuxième filière a été celle des urgences. Les patients se sont présentés aux urgences, ont été mal. Et puis, il y a en effet un nombre de patients qui doit être de l'ordre de 25%, qui a d'abord été dans une structure hospitalière conventionnelle et qui s'est détérioré. C'est une des caractéristiques de cette maladie Covid-19, c'est que les patients se sont détériorés très vite et sont ensuite, secondairement, arrivés en réanimation. Alors Alexandre, réanimation, ça ne veut pas dire forcément intubation. Il y a des solutions avant d'en arriver là ? Absolument. Réanimation ne veut pas forcément dire intubation. Comme l'a dit Elia Zoulet, les patients atteints du Covid-19 et donc d'une pneumonie sévère, dans le cadre du Covid-19, sont des patients qui sont très sévèrement hypoxémiques. Ils ont donc des poumons très défaillants, qui ne sont plus capables d'assurer les échanges gazeux et ont des besoins en oxygène élevés. Et ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, si c'est possible, c'est de donner suffisamment d'oxygène pour que le patient n'ait pas besoin d'être intubé, en espérant qu'une partie des patients ne le sera pas. Et de fait, c'est variable d'une équipe de réanimation à l'autre, mais on arrive à prévenir l'intubation chez environ 15% des patients.
Et combien sont extubés et qui vont vivre? Alors, je ne sais pas si la question, on ne connaît pas encore les chiffres de mortalité de la pneumonie à SARS-CoV-2. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, chez les patients qui sont extubés, une fois les patients extubés, le pronostic semble plutôt bon, c'est-à-dire que ceux qu'on a réussi à séparer de la ventilation artificielle ont, en ce moment, dans mon expérience en tout cas, une évolution qui est plutôt positive et encourageante. Quelle est la typologie, Elie Azoulay, de ces malades intubés graves? Écoutez, ils ont cette particularité d'avoir une atteinte pulmonaire qui les prive d'une oxygénation normale, et on doit améliorer l'oxygénation de leurs poumons par différentes techniques. La ventilation mécanique concerne les malades les plus graves, c'est-à-dire quand même 80% des malades de réanimation, et nous avons des techniques d'oxygénation qui permettent de ce qu'on appelle recruter les poumons, c'est-à-dire de redonner du volume aux alvéoles. C'est la pression positive. Cette pression positive n'est pas anodine parce qu'elle-même, elle génère des lésions pulmonaires, elle-même, elle abîme le système cardiovasculaire, et donc on va avoir tendance à la limiter relativement, en tout cas à ne pas aller au maximum du maximum, et de proposer aux patients d'éviter les tassements pulmonaires postérieurs quand on est sur le dos en les ventilant alternativement sur le ventre et sur le dos. Les patients répondent en termes d'oxygénation et ça leur permet, en fait, il faut voir le Covid-19 comme une espèce de voyage d'une dizaine de jours en réanimation, parfois 15, parfois 3 semaines, selon l'âge et les maladies associées chez nos patients. Et au cours de ce tunnel, eh bien, il faut maintenir l'oxygénation de façon multimodale, un peu de pression positive, un peu de mise sur le ventre, et puis les patients s'améliorent, puis parfois ils se redégradent à l'occasion d'une surinfection, et puis ils vont s'améliorer jusqu'au bout. Si le début peut être fait par des techniques non invasives, comme l'a dit Alexandre Demoule, eh bien, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Il faut y aller de façon multimodale en faisant de l'oxygène à haut débit humidifié et réchauffé, de la ventilation non invasive dont initialement nous étions très réticents parce que ça pulvérise des postillons dans l'environnement, mais des données actuellement sont relativement rassurantes sur le fait que ça le fait relativement peu, et puis nos personnels paramédicaux sont habitués à s'isoler et à mettre des techniques de barrières suffisantes pour ne pas être contaminés, et Dieu merci, c'est ce qui a été le cas. Oui, alors je voudrais quand même qu'on s'arrête quelques instants sur cette histoire de pression positive. Au début, et pour montrer qu'on apprend, au début, vous intubiez tout le monde, et puis vous êtes aperçu peut-être un peu tard, peut-être parce que vous n'avez pas été très bien prévenu par les équipes précédentes, qu'il y avait donc une aggravation du 7e jour, qu'on passait d'une maladie pulmonaire à une maladie vasculaire, et que donc, effectivement, ces malades avaient besoin de pas forcément d'être intubés. Je vous dis ça parce que j'étais au centre d'une des polémiques dans l'émission où je participe tous les soirs avec Yves Calvi, l'Info du Vrai. On a parlé de ces CPAP de Boussignac, que je vous avais interviewé tous les deux. Et en fin de compte, j'ai eu une opposition très très nette de la part de plein de réanimateurs qui disaient non. Ça veut dire qu'en fin de compte, si votre profession a évolué pendant toute cette crise, c'est que vous avez appris et qu'on ne savait pas toutes ces choses-là au début. Et c'est un exemple même justement pour expliquer aux gens que la médecine, ce n'est pas un état défini, mais qu'on apprend en faisant. Je vois que vous souriez tous les deux. Je commence par vous, Elie Azoulay, puis après on demandera à Alexandre Demoule de dire ce qu'il en pense. Je vais faire une réponse très brève parce qu'Alexandre est vraiment un expert international sur le sujet. D'abord, la controverse existait bien avant le Covid-19 et elle ne sera pas résolue par le Covid-19. La deuxième chose, c'est qu'en effet, nos collègues chinois de Wuhan nous avaient prévenu que les stratégies non invasives étaient associées à une surmortalité, mais très probablement que le niveau de réanimation n'était pas exactement le même, puisque ensuite les collègues italiens l'ont très largement utilisé. Et encore une fois, il faut penser à multimodal, c'est-à-dire que on ne doit pas intuber tout le monde sur des critères. En fait, il faut le faire sur des critères cliniques. Il y a aujourd'hui suffisamment d'arguments pour penser que ces techniques non invasives, il faut les tenter, il faut les essayer, parce que 15% de malades qui échappent, comme nous on dit, au tube, eh bien c'est quand même pas mal. Alors, on va se tourner vers l'expert européen, Alexandre, effectivement, qui était le premier qui m'a ouvert sur cette technique. Ça méritait de se battre quand même un petit peu. Donc me voilà proclamé expert européen. Merci Elie, vraiment.
Je dirais que toutes ces techniques non-invasives, elles ne sont pas sans risque. Et on sait que cette CPAP a été évaluée dans beaucoup de pneumonies avant le Covid-19, et il a été montré que dans certains cas et chez certains patients, ça pouvait être délétère. D'où l'existence de cette controverse. Ce n'est pas parce qu'une technique est non-invasive qu'elle est inoffensive. Et il avait été suggéré que si elle pouvait prévenir l'intubation chez certains patients, elle pouvait en aggraver d'autres. D'où la réticence d'un certain nombre d'équipes à utiliser ce type de technique comme la CPAP ou d'ailleurs comme l'oxygène humidifié à haut débit. Et à cela s'ajoutait le risque de contamination du personnel. Simplement, en réanimation, comme dans beaucoup de disciplines, on est souple et surtout prêt à s'ouvrir à de nouvelles techniques à une condition, c'est que nos pratiques soient évaluées. C'est-à-dire que le bénéfice potentiel de ces techniques chez les patients soit évalué de façon continue par des recherches prospectives où on va décrire le bénéfice et les risques éventuels associés à ces techniques. Et c'est ce que toutes les équipes ont accepté de faire, presque en tout cas, de jouer le jeu et d'évaluer ces pratiques. Et donc, on saura très rapidement si effectivement ces techniques de CPAP préviennent de l'intubation, permettent d'éviter l'intubation chez beaucoup de patients, sans toutefois aggraver ceux chez qui il y a un échec de la technique et qui sont finalement intubés. Alors notre régie me dit que peut-être cette CPAP, c'est quelque chose qui nous paraît évident parce que nous en avons parlé. Vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi il s'agit, enfin de façon courte. C'est utiliser les appareils que l'on donne dans les apnées du sommeil, c'est ça? Oui, alors c'est un anagramme, c'est CPAP, Continuous Pulmonary. En fait, c'est une pression positive téléexpiratoire qui permet de maintenir les alvéoles, je dirais, déplissées chez des malades qui ont une pneumopathie. Donc, c'est une technique qui peut être administrée soit par une machine qui délivre une pression positive avec un masque facial, un masque nasal, un masque buccal. C'est aussi des techniques qui peuvent être un peu plus, qui peuvent être un peu différentes. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de la CPAP de Boussignac, qui est une CPAP qui va générer par une turbulence une pression positive et qui va donc enrichir les malades en oxygène, moins que d'autres techniques, mais raisonnablement, mais surtout en pression positive. Et cette indication avait déjà été démontrée. Oui, simplement, je veux dire que on n'a pas parlé de coût, mais c'était bien évidemment au moment où il y avait la polémique sur les respirateurs, c'est une solution extrêmement économique. Alexandre Demoule. Oui, c'est une solution extrêmement économique. Alors d'abord, il faut savoir que les CPAP produites par des petits ventilateurs qui sont du même type de ceux utilisés pour la prise en charge des apnées du sommeil, on va dire, sont des CPAP peu coûteuses et assez facilement disponibles sur le marché. Et puis d'autre part, la CPAP de Boussignac, c'est dommage que j'en ai pas un exemplaire à vous montrer, mais c'est un tout petit objet en plastique et cet objet peut être imprimé par des imprimantes 3D en très grande quantité. Et donc a pu être déployé extrêmement rapidement dans beaucoup de services. Donc effectivement, c'était des dispositifs qui étaient peu coûteux et qui ont pu être déployés très vite. Revenons aux facteurs de risque de la maladie, si vous voulez bien. Élie Azoulay, alors on parle bien entendu du grand âge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À partir de quand les risques d'aggravation et de surmortalité sont vraiment marqués? Alors, je vais pouvoir vous parler des facteurs de risque de forme grave et de mortalité. Aujourd'hui, les facteurs de risque pour la maladie, c'est-à-dire sur une population générale exposée, ceux qui vont faire une forme symptomatique et ceux qui ne vont pas le faire, eh bien, il y a en effet l'âge, il y a aussi l'immunodépression, c'est-à-dire le fait d'avoir par des médicaments, par une greffe ou par une maladie des défenses immunitaires qui sont diminuées, et puis il y a beaucoup d'autres facteurs de vulnérabilité. Sur ce qui nous concerne plus, nous qui recevons non pas des gens qui ont des risques, mais des gens qui ont la maladie, eh bien, nous avons surtout un facteur qui va venir rendre les malades plus vulnérables, c'est ce qu'on appelle la fragilité. Je voudrais vraiment faire passer ce message qui va au-delà de l'âge. Si vous voulez, on peut prendre 3 personnes qui ont 40, 50 et 60 ans et se rendre compte que la personne de 60 ans est en meilleure forme générale que la personne de 40 ans. Donc nous travaillons beaucoup plus sur une évaluation que je dirais composite de l'âge, d'accord, mais l'âge ne vient qu'en 3e ou 4e plan. C'est quelle autonomie,
quelle capacité à avoir une vie normale sans aide et une vie, je dirais, avec un périmètre de vie suffisant sur le plan physique et sur le plan cognitif, et quelles sont les maladies associées. Par exemple, dans cette épidémie, le diabète et l'hypertension artérielle sont les deux comorbidités qui viennent taper le plus fort à la porte, peut-être l'asthme un petit peu moins, mais c'est surtout le diabète et l'hypertension artérielle. Eh bien, ces deux comorbidités sont des comorbidités banales. Elles ne vont pas altérer le périmètre de vie des patients en règle générale, mais elles vont favoriser l'agression par le virus du système épithélial et endothélial, c'est-à-dire l'invasion par le virus des patients. Donc, l'âge, plus les comorbidités, plus les maladies générales, plus les autres problèmes qui réduisent le périmètre de vie, que ce soit sur le plan physique et cognitif, c'est l'élément majeur pronostic pour nous. Nous avons des patients de 75 ans qui ont vécu le tunnel très facilement, et nous avons des patients plus fragiles et plus jeunes qui malheureusement n'ont pas pu traverser le tunnel. Alexandre Demoulin, on parle aussi du genre. Le fait d'être un homme serait un facteur aggravant, ou en tout cas... Alors, contribuant. Je ne peux pas dire dans ce sens-là. Ce que je peux juste dire, c'est que parmi les patients admis en réanimation pour une pneumonie grave Covid-19, 3/4, dans mon expérience et l'expérience de mes collègues avec qui j'ai pu échanger, 3/4 des patients à peu près sont des hommes. Et donc, derrière, on ne peut pas savoir si c'est le mode de vie, les comorbidités associées qui sont responsables de cette surreprésentation masculine en réanimation, ou s'il y a des facteurs proprement associés au sexe. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. D'accord. L'autre facteur de risque qui sort, c'est l'obésité et le surpoids. Quelle analyse vous en faites ? Je m'étais dit que vous alliez aborder cette question. C'est effectivement très surprenant. Si je prends les données encore une fois, des patients que j'ai pris en charge depuis le début dans la réanimation dont je suis responsable, on a approximativement 40% de patients en surpoids, 40% de patients obèses. Donc, ça veut dire qu'on a plus de 80% des patients qui ont un poids au-delà des normes définies par l'OMS, ce qui est considérable. Alors, et tout à fait bien sûr atypique dans une réanimation. Alors, il y a plusieurs choses quand même. Là, il y a plusieurs inconnus. Premièrement, on ne sait pas si ce sont les patients obèses et en surpoids qui font plus de formes graves de Covid ou tout simplement qui attrapent plus le Covid. Vous voyez, est-ce qu'ils font plus de Covid ou ils attrapent pareil le Covid mais ils font des formes plus graves? Ça, on ne sait pas aujourd'hui. Ensuite, on ne sait pas le rôle des comorbidités, c'est-à-dire que l'obésité, on le sait, est associée à l'hypertension artérielle et au diabète de type 2, qui sont retrouvés assez fréquemment chez les patients Covid-19 admis en réanimation. Et donc là, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Enfin, sur le pronostic des patients obèses en réanimation, en dehors du Covid, avant le temps du Covid, on avait découvert, année après année, un paradoxe assez intéressant, c'est que les patients obèses n'ont pas une survie moins bonne en réanimation. Ils ont simplement une durée de séjour un peu prolongée. Et donc, il est tout à fait possible que les mêmes données soient retrouvées pour le Covid, mais peut-être pas. Et donc, pour ça, on attend les réponses des études prospectives qui sont en cours. Vous comprenez que c'est une réflexion qui donne envie de se mettre au régime. Expliquez-moi, Élie, pourquoi cette maladie, lors de son aggravation du 7e jour, en fin de compte, elle passe d'une maladie pulmonaire à une maladie vasculaire, ce qui justifie à ce moment-là des différences de traitement, en particulier des anti-inflammatoires puissants contre l'orage cytokinique. Voilà, excusez-moi. Écoutez, ce sont des hypothèses aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une première phase de la maladie qui est une pneumonie virale, comme on peut l'observer au cours de la grippe. Et puis, il y a un rebond inflammatoire quasi constant au 8e jour, mais d'intensité variable et qui est caractérisé par une réaction inflammatoire qui va
surtout altérer l'immunité et abîmer l'endothélium, exposant les malades à des complications thromboemboliques et à des activations de l'endothélium. Alors, ce modèle conceptuel est une hypothèse qui est étayée par des travaux déjà existants, mais aussi par des biopsies pulmonaires de patients qui sont décédés et par les différentes réponses au traitement. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui a démontré son efficacité dans le Covid, en dehors du traitement supportif auquel on parlait tout à l'heure, l'oxygénation, la ventilation et les traitements habituels. Que ce soit sur la partie virale, il n'y a pas d'antiviral qui a montré une efficacité aujourd'hui. Il y a des hypothèses, mais la qualité de ces études n'est pas conclusive. Et pour ce qui est des anti-inflammatoires, pour le rebond inflammatoire, que ce soit des traitements ciblés contre des interleukines ou que ce soit des traitements anti-inflammatoires qui vont cibler soit d'autres cibles, soit être beaucoup plus larges comme les corticoïdes, ce sont des hypothèses, mais aujourd'hui, elles ne sont pas vérifiées. Il y a des études en cours, on ne devrait pas tarder à savoir. Revenons aux questions d'organisation des soins. Est-ce qu'il faut plus de personnel pour s'occuper d'un patient Covid en réa? Quel est l'impact de l'organisation et la vie, et sur la vie des réanimations avec les mesures barrières notamment et autres? Vous pouvez nous en dire plus, Alexandre, là-dessus? Oui. Alors, il faut plus de monde pour s'occuper d'un patient atteint du Covid-19. Habituellement, en réanimation, il y a une infirmière pour 2 patients et demi et puis une aide-soignant pour 3 à 4 patients. Le Covid-19 modifie ces ratios et il a fallu renforcer les équipes paramédicales pour plusieurs raisons. D'abord, compte tenu de la lourdeur des patients, mais aussi parce qu'il y a des risques de contamination et que plus un personnel prend en charge de patients, plus il y a le risque d'une faute de ce personnel qui se contamine. Et donc, on a commencé dans ma structure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé légèrement les ratios, donc un petit peu plus d'infirmiers et d'aides-soignants par patient. Et surtout, on avait un infirmier qui surveillait en permanence et qui corrigeait tous les petits gestes avec un risque de contamination. Et donc, il était responsable de la formation, mais aussi, il s'assurait que cette formation était bien, les fruits de cette formation étaient bien là, et il reformait, si c'était nécessaire, dès qu'il détectait une petite déviation qui mettait en danger les personnels. Il a fallu faire vraiment très attention. Élie, est-ce que vous êtes toujours gêné par le manque de médicaments, notamment des curares et autres médicaments classiques de réanimation? Ou c'est une histoire qui est derrière nous? Non. Aujourd'hui, non. C'est derrière nous. Je voudrais faire 2 petits commentaires. Le premier, c'est que c'est quand même la première fois que dans des services de réanimation, nous sommes plein de malades qui ont tous la même maladie. Ça n'arrive jamais. D'habitude, on a un accident, on a une infection, une péritonite, une pneumonie, une septicémie, une infection urinaire grave avec un choc. Mais là, tous nos patients ont la même maladie et consomment les mêmes traitements. Et la deuxième chose, c'est que nous avons développé des protocoles d'alternatives thérapeutiques. Je ne dirais pas dégradés, je dirais que c'était juste des molécules que nous n'avions pas l'habitude d'utiliser forcément dans ces indications-là et que nos collègues anesthésistes ont pu nous aider à établir des procédures pour, à la place d'utiliser le médicament qu'on utilise d'habitude et qui était en manque, en utiliser un autre qui est tout à fait aussi efficace. Peut-être qu'il se résorbe plus lentement, mais c'est une maladie qui est lente, donc il n'y a pas eu beaucoup d'impact chez nos patients. Alors, à sujet exceptionnel, invité exceptionnel, durée exceptionnelle, nous sommes arrivés au terme théorique de notre émission, mais on a encore plein de questions à vous poser. Je vous demande simplement d'être bref dans vos réponses pour pas qu'on dépasse l'heure. Et surtout, parce qu'on va arriver là sur votre sujet de prédilection, Élie, qui est l'après-réa. Mais d'abord, Alexandre Demoule, donnez-nous le timing d'une réanimation Covid normale à partir de son arrivée dans un service de réa. Donc en général, le patient arrive donc soit déjà intubé aux urgences ou par le SAMU, ou parfois en grande détresse respiratoire, pas encore intubé. Dans ces cas-là, on débute une technique pour prévenir l'intubation. On va avec de l'oxygène normal, à haut débit,
ou de la CPAP, comme on l'a dit, et on va essayer de faire en sorte que jamais le patient ne soit intubé. Parfois ça marche pas. Lorsque ça marche pas, c'est souvent assez rapidement que ça marche pas, et le patient est intubé au bout de 1-2 jours, c'est assez variable. Et à partir du moment où le patient est intubé, il développe ce qu'on appelle un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère, et la moyenne de durée d'intubation, elle n'est pas parfaitement connue, mais elle est entre 12 et 15 jours aujourd'hui. Au terme de cette période, le patient est extubé, et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un patient qui est souvent assez affaibli, qui a perdu beaucoup de muscles, et là va commencer, en dehors de la réanimation, la reconstruction de ce patient pour le ramener à sa vie antérieure. C'est-à-dire, ça va durer combien de temps, Alexandre, Tout dépend de l'âge du patient, de ses comorbidités et de l'intensité de la maladie Covid-19 chez ce patient. Plus le patient était fragile initialement, plus il avait de comorbidités, plus il était âgé, et plus ça prendra longtemps. Chez des patients jeunes et en bonne santé, c'est parfois 1 semaine, 10 jours. Chez des patients plus âgés avec des comorbidités ou qui ont eu des formes extrêmement sévères avec des durées de ventilation mécanique très prolongées, eh bien, ce sera sûrement plusieurs mois avant de pouvoir rentrer à domicile avec une pleine autonomie. Et Élie, quelles sont les complications sur cette séquence médicale que vient d'expliquer Alexandre? Est-ce qu'on a du recul pour voir, par exemple, des pourcentages de fibrose pulmonaire ou d'autres types d'aggravations ou de complications de la réanimation spécifiques à cette maladie, j'ai envie de dire? Alors, comme l'a dit Alexandre, le recul que nous avons aujourd'hui dans le Covid-19 est limité. Nous avons donc 2 types de réponses pour vous. La première, c'est le SDRA, qui n'est pas tout à fait le Covid-19, mais une autre maladie hypoxémiante, qui est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Eh bien là, nous avons des données à long terme chez les patients et chez les familles. Et dans le Covid-19, on a des données de collègues de Chine et d'Italie. Et puis on a aussi maintenant une petite expérience des malades après 4 à 6 semaines. Alors ce que je pourrais dire, c'est qu'en effet, la récupération va dépendre de l'intensité de la maladie et de la durée de réanimation. Elle n'est pas que physique, hein, elle est beaucoup nutritionnelle. Ce sont des malades qui sont vraiment qui sont cachectiques en sortant. On a beau les nourrir, leurs muscles ont fondu, et donc pour se retaper, pour se réhabiliter, ça va être long. Ils ont aussi des séquelles émotionnelles et des séquelles cognitives. Les cauchemars, c'est de l'ordre de 3 à 6 mois, et la récupération cognitive pleine, elle est possible en général que chez les plus jeunes, et on va dire que jusqu'à 70 ans, ça va aller, mais ça va être long, c'est-à-dire que ça va prendre plusieurs mois. Élie, alors là, on rentre dans votre domaine de prédilection, pas simplement du Covid, mais qui est le suivi des familles. D'abord, vous allez nous dire comment vous gérez la famille dans l'aigu, et après, comment ça se passe, je veux dire, 6 mois, 1 an plus tard. Alors, dans l'aigu, en fait, nous n'avons pas suivi les recommandations qui sont d'interdire les visites. Nous avons permis les visites de façon régulée, c'est-à-dire peut-être une seule personne, la personne la plus proche, et de façon limitée dans le temps, alors que d'habitude nous sommes ouverts 24 heures sur 24, en apprenant bien à ces familles comment s'habiller, comment s'isoler pour les protéger. Bien évidemment, si les familles ont des signes de maladie, ils ne peuvent pas venir contaminer les autres et contaminer le personnel. La deuxième chose qui est faite, c'est vraiment une communication intensive, proactive. C'est-à-dire que nous allons appeler les familles tous les jours. Nous allons leur donner des informations, et ce qui ne les empêche pas d'appeler l'infirmière pour avoir un certain type de nouvelles et d'appeler le médecin pour avoir un autre type de nouvelles. Ensuite, on a été livré avec des tablettes numériques qui ont permis, alors on peut utiliser aussi son smartphone, mais qui ont permis de faire une vidéo, alors bien sûr avec les malades conscients, pour qu'il y ait le lien qui soit maintenu avec les familles. Pour les familles des patients pas conscients, on a pu leur proposer, c'est rare qu'ils aient accepté, une visite virtuelle du service de réa. Voilà. Et puis, bien évidemment, alors on a fait des tas d'autres choses dont je pourrais vous parler, mais surtout quand on est en situation où le patient est à haut risque de décéder ou bien est en fin de vie, là, il n'y a plus de restrictions du tout. On invite les familles à venir pour pouvoir dire au revoir aux malades, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très résilient pour la suite et qui va diminuer la prolongation du deuil. Bon, enfin, tous les services de réanimation, apparemment, ne font pas ce que vous faites. Par contre, je voulais vous entendre parler de qu'est-ce qui se passe à 6 mois, 1 an. Faites-le de façon assez brève, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais je sais que vous y tenez beaucoup, beaucoup d'importance.
Alors c'est vrai que quand on suit les familles des patients 6 mois, 1 an après, il y a quelque chose qui est marquant, qui est l'état de stress post-traumatique, hein. C'est-à-dire, beaucoup plus que les patients eux-mêmes, les familles sont encore plus malades, hein, et 6 familles sur 10 vont avoir du stress post-traumatique, hein, avec des symptômes extrêmement invalidants qui vont les empêcher d'aider leurs proches, les empêcher de travailler et d'avoir une vie normale. Et puis malheureusement, chez les familles endeuillées, on a aussi plus de stress post-traumatique, mais aussi du deuil prolongé et tous ces symptômes difficiles de l'après-réa. Alexandre Demoule, c'est quand même une vision très très nouvelle de l'AREA. Vous l'appliquez, vous aussi? Oui, je sais pas si on doit dire que, enfin, l'ouverture aux familles des réanimations, je dirais pas que c'est une vision très nouvelle de la réanimation. C'est une vision qui a émergé au cours des années 2000, je dirais, et c'est vrai que l'équipe d'Élie Azoulay a été très motrice dans cette vision de la réanimation et nous a tous entraînés vers cette façon de faire. Le service que je dirige, il est ouvert 24 heures sur 24 depuis plus de 10 ans et aucun membre de l'équipe, pour rien au monde, ne serait prêt à revenir en arrière. Pour nous, l'interdiction de visite de l'épidémie Covid, ça a été un véritable déchirement. Les soignants en étaient malades et c'est pour ça qu'on a dû réinventer la règle. D'abord, autoriser des visites en faisant attention à ce que les visites ne se contaminent pas entre elles, ne se contaminent pas auprès du patient. Vous voyez le nombre de précautions à respecter. Et puis, on a développé énormément de systèmes de médiation en visioconférence, robotisés, hein. On a des petits robots qui permettent de faire comme ça de la communication patient-proche avec un soignant médiateur. Et on a tout fait pour retisser un lien qui avait été détruit par l'épidémie. Alors, on vous écouterait pendant des heures, mais on arrive au moment de la conclusion. Bon, on entend un peu partout dans la bouche, surtout de notre président, de dire que rien ne sera comme avant. Je vais vous demander d'être bref, mais pour vous, le jour d'après, ce sera quoi? On commence avec vous, Élie. Eh bien, le jour d'après, ce sera un maximum de malades qui a pu sortir guéris, une expérience de solidarité hospitalière inouïe, et puis surtout au niveau de notre pays, un mouvement vers un mode de vie différent et une organisation différente de la vie de tous les jours. Alexandre Demoule, pour vous, il n'a pas du tout parlé d'argent, Élie Azoulay. Je crois que quand même vos troupes attendent une compensation, ou du moins d'être reconnues à leur juste valeur. Je dirais que nos troupes attendent une compensation. D'abord, oui, en tout cas, nos troupes seront contentes d'avoir une compensation, et une telle compensation a déjà été annoncée. Je dirais que ce que j'attends du jour d'après, c'est que les soignants qui se donnent à fond pour la population de ce pays soient reconnus à leur juste valeur. Que les pouvoirs publics et la classe politique de ce pays se souviennent que les soignants se sont battus contre la maladie, certains au péril de leur vie, puisque beaucoup sont tombés malades et certains sont morts. Et je souhaite que ces pouvoirs publics et cette classe politique aient le courage de changer les choses, et le même courage que celui qu'ont eu les soignants. Je souhaite surtout qu'on se revoie très vite dans notre plateau, parce que c'est toujours un peu frustrant de faire ça en confinement. J'espère que la prochaine émission, ça s'intitulera Les médecins, les nouveaux héros de la nation, parce que je pense qu'effectivement, tout le monde a vraiment fait un effort important. Je vous renvoie dans vos services, on doit vous attendre. Merci d'avoir pris autant de temps pour répondre à nos questions. Nicolas, une conclusion ? Rapidement, déjà merci aux soignants que vous êtes à l'hôpital, dans les services de réa, mais aussi en ville. Et puis la deuxième chose, c'est que vous nous avez montré qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette épidémie, qu'elle va être dans notre quotidien pour longtemps, en tout cas jusqu'à ce qu'on trouve vraisemblablement un vaccin, et avec de grands espoirs, mais aussi parfois un peu de patience. Donc un grand merci à vous, et on a encore beaucoup de choses à découvrir et à comprendre pour pouvoir prendre en charge tous ces patients. Alors, je vous rappelle que nous produisons chaque jour, toujours grâce à notre partenaire Vive, un podcast audio quotidien. C'est d'ailleurs là que j'ai fait votre connaissance, messieurs, et que allez l'écouter tous les soirs, on donne des informations. Nicolas.
C'est un podcast historique, dans une situation historique où chaque jour on peut décrypter l'actualité scientifique et parfois politique sur l'épidémie, le Covid. Et nos invités ne le savent pas, mais on va dépasser 1 million de téléchargements du journal depuis qu'on a commencé, ce qui est exceptionnel. Allez sur nos sites pourquoidocteur.fr, qui a dépassé 9 millions de visites en mars et probablement plus en avril, et fréquencemédicale.com, vous médecins, pour vous abonner, c'est gratuit. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires ou suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Je dois vous dire que sur les podcasts, je ne peux plus répondre au nombre de questions, c'est des milliers de questions qui me sont arrivées. Merci à vous deux, j'ai appris beaucoup de choses parfaitement expliquées à votre contact. Bon courage pour les jours qui viennent, on a bien compris, et il reste épuisant. Souhaitez bon courage, je suppose, Nicolas. Oui, bon courage. On aura l'occasion de se reparler, je crois. Merci. Cette émission est terminée. Alors, pour revoir nos émissions ou pour en faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. Toutes nos émissions, pas que celles des JDF, sont là, et celle-ci sera très vite. Quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine, pour ce soir pour le podcast, et pour une émission jeudi prochain destinée aux professions de santé, exclusivement réservée sur le sujet des infirmières. À la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.